Dear. Valide. People. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Et merci aux retardataires d'arriver. Bienvenue à cette nouvelle conférence Dear White People. Je suis Damien Fargeau, président de l'association qui a pour but de déconstruire les stéréotypes autour du handicap et de mettre en avant la discrimination qui lui est liée, qui est le validisme. Nous, on se retrouve ici tous les mois à la Gazette Café pour pouvoir parler du handicap sous différentes thématiques, pour montrer que c'est un sujet qu'on peut en parler, on doit en discuter, ça devient un peu une urgence. Donc c'est ce qu'on a fait tout le long de l'année. Le mois dernier, on a eu l'occasion de parler d'élocution atypique et de pouvoir discuter, communiquer avec une personne ayant une élocution atypique. Ce mois-ci, on va un petit peu changer totalement d'univers. On va aller sur l'univers du travail, où là, on pourrait faire, je pense, toute une année sur l'univers du travail. Mais aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement sur le travail dans le cadre du domaine artistique et répondre, en tout cas, commencer à répondre à cette question de la place de l'artiste, on dit, dans le domaine artistique. Et avant de commencer, je tiens à préciser une petite chose, c'est que nous, on a des micros, c'est parce que la conférence est enregistrée, il sera disponible en podcast a posteriori, et c'est une conférence interactive, c'est-à-dire que vous avez l'occasion de poser des questions. Nous avons Pierre qui vous passera un micro pour pouvoir poser vos questions. Pour les plus timides, on avait mis en place un système pour pouvoir écrire les questions, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il ne fonctionne plus. Donc, n'hésitez pas à dire à une personne qui est capable de parler au micro, de poser vos questions pour vous. Donc, ce soir, pour parler de cette thématique, je suis en compagnie de deux invités, Ilyes et Julie. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ilyes Benyayaouni. Je me présente sous le nom de Ilyes Pizzi. Je suis danseur et acteur professionnel. J'ai commencé à danser en 2018, plus ou moins. En tout cas, vraiment, pour m'entraîner en 2018. Et je travaille mon jeu face caméra depuis maintenant 3 ans. J'ai 29 ans et je vis en région parisienne. Merci Ilyes. De rien. Et oui, bonjour. Moi, c'est Julie Koukiaro-Poun. Mon nom d'artiste, c'est Julie Sepoun. Et je suis comédienne, principalement pour la scène, mais aussi face caméra depuis quelques années maintenant, enfin depuis 3-4 ans en réalité. J'ai commencé en 2009 à Montpellier, en me formant au Conservatoire d'art dramatique et en travaillant aussi dans la foulée sur Montpellier. Depuis, je suis là, j'ai 42 ans, et voilà. Aujourd'hui, Julie, tu viens aussi pour parler d'un syndicat. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ce syndicat ? Oui, bien sûr. C'est le syndicat français des artistes-interprètes qui est dans la CGT. Et ce syndicat, comme son nom l'indique, est dédié aux artistes-interprètes. Donc tous les artistes qui
qui jouent, qui œuvrent avec leur corps et qui sont subordonnés à un employeur. Ça peut être un metteur en scène, un directeur artistique, un directeur de lieu, voilà, bref. Et je continue. Ce syndicat, en fait, on s'est rencontrés autour de la notion du syndicalisme parce que justement, le syndicat avait pour objectif depuis un moment déjà de poser les bases saines pour essayer de défendre l'accès à l'emploi de toutes les personnes et d'améliorer encore ce qu'on appelle l'égalité des chances, qui ne sont pas évidentes du tout. Et après un tout premier début de travail avec plusieurs professionnels du secteur, certaines syndiqués, d'autres non syndiqués, on a créé un groupe de travail, c'est tout frais, qui s'appelle Groupe de travail antivalidiste. Voilà. On va en revenir dessus un peu plus tard dans la conférence. Pour commencer, moi, je voulais un petit peu parler du début, c'est-à-dire de parler du monde artistique en général et mêlé au handicap. On a l'impression que c'est un monde faussement accessible par rapport au monde du travail, on va dire, ordinaire, où on connaît, on va dire, les travers qu'on peut avoir en tant que personne en situation de handicap avec les RQTH, etc., etc. Donc au final, peut-être qu'on se dit que le monde artistique est plus accessible pour une personne en situation de handicap. Est-ce que c'est vrai? Moi, je voudrais commencer. Je vais prendre la parole. Moi, je trouve que déjà, poser cette question, ça met un peu en exergue la négativité de la réponse. Pour vous dire que moi, j'ai pas de formation, j'ai pas fait de conservatoire. Je me suis formé un peu sur le tas parce que j'ai grandi en me disant que c'était pas un domaine qui était fait pour ma morphologie, pour ma personne, étant donné que les représentations étaient très faibles, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, ça évolue, c'est de mieux en mieux, mais malgré tout, il y a, en tout cas dans l'audiovisuel, une prérogative sur l'image. Donc évidemment que ça va être plus simple aujourd'hui, plutôt qu'avant, de pouvoir intégrer cette industrie artistique quand on est une personne en situation de handicap, mais le fait est qu'on doit quand même projeter la bonne image. Donc si on n'a pas l'image de la personne handicapée que le monde se fait, c'est d'autant plus compliqué. Donc là entre en compte les handicapés invisibles. Donc si vous êtes handicapé invisible, on ne vous voit pas handicapé, ça va pas forcément fonctionner au niveau de l'image. Si vous êtes handicapé visible, il faut avoir le bon handicap pour que ça passe aussi à l'image. Voilà. Et justement, par rapport à cette notion d'apparence, tu nous disais pendant la réunion de préparation qu'on t'avait déjà dit que ton apparence ne fait pas pro. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça et justement de cette notion entre la différence entre le handicap visible et invisible? C'est-à-dire qu'il faudrait être handicapé, mais de pas trop l'être, mais on sait pas. On dirait qu'il demande un petit peu quelque chose qui n'existe pas. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on cherche une licorne à chaque fois, puisqu'on veut une personne en situation de handicap pour certains projets. Mais on va chercher des personnes en situation de handicap qui portent des handicaps le moins lourds possible pour pouvoir le gérer au mieux, en tout cas ne pas avoir à le gérer tout court, puisque quand on a un handicap assez... je sais pas comment jauger ça, mais à partir du moment où on arrive à s'adapter, c'est ce qui va, à mon avis, pour un employeur, changer la vie sur le recrutement ou pas cette personne.
puisque l'employeur se sent rassuré, il n'a pas d'adaptation à faire, il n'a pas d'effort à faire. Donc à partir de là, il y a une discrimination qui vient sur l'apparence du handicap quand on a l'air trop valide. Si on est trop valide et qu'on cherche une personne en situation de handicap vraiment spécifiquement et qu'on veut pouvoir la mettre un peu en tant que mascotte, la mettre en avant pour vraiment avoir ce patch, ce sigle d'inclusivité, d'ouverture d'esprit, etc. Je m'embrouille un petit peu. Est-ce que tu peux répéter la question ? Pour moi, tu as été dans le sujet, donc parler en effet de cette notion de handicap, entre handicap visible, handicap invisible, comme tu dis, cherche une licorne. Et dans ton récit, moi, ça me faisait poser une question. Est-ce qu'il y a des annonces qui demandent un type de handicap spécifique ? Oui. Et Oui, on donc cherche. par rapport à ça, qu'en pensez-vous de ce genre d'annonce où on demande un handicap spécifique pour un... Moi, ça me dérange pas parce que c'est le jeu de l'audiovisuel et on cherche vraiment des personnages spécifiques des personnes spécifiques pour coller au personnage. Le problème derrière ces annonces de casting, c'est qu'elles ne sont pas réfléchies pour vraiment travailler avec ce type de handicap. Par exemple, imaginons on cherche une personne en fauteuil roulant. Une personne en fauteuil roulant, ça veut tout et rien dire. On peut être en fauteuil roulant et pourtant pouvoir être un minimum autonome. On peut être en fauteuil roulant et avoir besoin d'assistance. Mais on peut être aussi avoir besoin d'assistance et être autonome et être comédien, par exemple. Ça marche. Mais sur le casting, ces questions-là ne sont pas prises en compte. On ne va pas anticiper la difficulté de la personne qu'on va recevoir. Je ne sais pas, là je fais de la supposition, mais par exemple, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on poste une annonce de casting, on cherche une personne en fauteuil roulant, que cette personne en fauteuil roulant, elle est sélectionnée, elle est appelée au casting, elle arrive sur le lieu du casting et il y a des marches partout. Non mais par exemple, c'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment faisable. Ça me fait un peu réitérer la question de que penses-tu de ce genre d'annonce, parce que pour moi c'est déjà en fait une forme de discrimination quelque part, mais comme tu dis, est-ce que là on se frate pas aussi à la difficulté de la différence entre diversité et inclusion? C'est-à-dire que pour moi la diversité, c'est on va répondre à un certain pourcentage de représentation, là où l'inclusion, on va vraiment réfléchir du début à la fin du processus, donc l'annonce, mais le rôle dans lequel on met la personne, ce qu'elle va faire durant la captation et ce qui va se passer derrière pour elle. Oui, et même aussi comment va se passer le tournage pour cette personne, en fonction de sa pathologie ou de ce qu'elle porte. Un tournage, c'est éprouvant. Donc, tout le monde le sait que c'est éprouvant. Une personne valide va vous le dire, c'est éprouvant, on se réveille très tôt, on se couche très tard, c'est fatigant, mais c'est encore plus fatigant pour une personne en situation de handicap. Donc, pour moi, c'est quelque chose de facile de se dire ok, on veut jouer sur la diversité mais sans penser à l'inclusion, et surtout qu'aujourd'hui diversité et inclusion ce sont des termes qui se mélangent beaucoup et qui ont j'ai l'impression le même sens à l'oreille de tous, sauf que ce n'est pas c'est pas le cas. Pour le coup, pas de tous, mais malheureusement des personnes responsables des castings notamment. On va te faire parler après, Julie. On a déjà une première question. Juste une intervention, je suis dans le public. Je voulais juste dire qu'effectivement, moi je suis actrice audiovisuelle et aucun de tous les castings, et j'en ai passé beaucoup à Paris, n'était accessible PMR. Et donc, je sais que moi, on me caste parce que je peux marcher et que du coup, je pose le fauteuil roulant et que je monte les escaliers. Voilà. Et toi, Julie, ton côté, en tant que syndicat et
on va dire d'un point de vue professionnel, que penses-tu de ces annonces qui vont demander certains types de handicap spécifiques? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre d'un casting où on va demander à une personne, homme ou femme de 25, 30 ans, etc. Ou est-ce que pour toi, on est déjà sur, on va dire, un phénomène de discrimination? Pour moi, tout dépend du rôle. Pas tant du profil. Mais malheureusement, on est encore dans un... Bon, vous le savez mieux que moi, hein, pour le coup, là, tout de suite. On est encore dans un système où, notamment pour tout ce qui est cinéma audiovisuel, c'est l'image qui prime. Donc, si on prend une personne dans une situation de handicap ou qui dégage, qui a un profil physique, allez, on va dire n'importe lequel, un profil physique, on veut y accoler une étiquette. Et cette personne donne d'elle-même pour répondre à cette étiquette. Et je pense que des artistes créateurs, réalisateurs ou réalisatrices qui ont envie de sortir de ces codes, il y en a, mais encore faut-il leur donner les moyens de le faire, de A à Z. Donc, comme tu le disais, depuis le casting jusqu'à la fin, enfin la conception, avec les moyens d'accueil, et enfin tout quoi. Il y a tout à développer à l'intérieur encore. Il y a tout un travail à faire. C'est aussi pour ça qu'on est là, que c'est aussi passionnant de pouvoir en parler. On a une autre question. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est de savoir si vous aviez dans votre démarche, que j'écoute bien attentivement ce que vous dites, mais je voudrais savoir si dans la salle, il y a des directeurs, des personnes qui s'occupent d'écoles de théâtre, de cinéma, si il y a des gens qui sont interpellés là-dessus, si vous avez une démarche qui va vers eux pour leur dire de venir vers vous, pour essayer de comprendre, parce que je me dis que pour changer quelque chose dans votre témoignage et dans ce que vous avez dit, vous aussi, il y a un problème, c'est qu'on convoque des gens en leur disant oui, peut-être pour le casting vous allez fonctionner, et puis en fin de compte vous pouvez pas monter. Voilà. Donc l'idée peut-être pour moi, c'est de me dire pour qu'on avance sur cette problématique-là, c'est peut-être d'aller rencontrer les gens dans les écoles. Au prime abord, les futurs metteurs en scène, les futurs réalisateurs, les futurs casteurs, et j'en passe des meilleurs. Peut-être les convier à ce genre de réunion, à ce genre de moment où on passe les uns comme les autres à se dire qu'est-ce qui se passe, et les interpeller là-dessus, ou alors leur proposer d'aller les voir, les rencontrer. Voilà, une question. J'ai pas une réponse hyper claire puisque je comprends cette démarche d'aller dans les écoles et d'en parler. Le fait est que là, on est encore dans personnellement, je trouve que c'est une ère où on est encore en train de préciser certains termes, certains sujets, et on est aussi dans une ère où on est en train de placer le handicap au centre de son sujet. C'est-à-dire que le handicap n'est plus un facteur d'un sujet quelconque, c'est un sujet en lui-même. Et à mon avis, il y a un besoin de temps pour intégrer le fait que être handicapé, c'est quelque chose de normal, que être handicapé, ça peut arriver à tout le monde, de naissance ou suite à un accident ou peu importe. Je sais pas, j'ai pas envie de... Mais il y a une étape d'abord, à mon avis, sur l'acceptation des conditions santé, physique, mentale d'autrui, pour pouvoir vraiment discuter de ce genre de sujet et pouvoir faire avancer les choses, puisqu'il y a beaucoup de moqueries, d'a priori autour de ces sujets-là, même sur la santé mentale, sur le syndrome prémenstruel, sur des sujets qui ne touchent pas forcément que le handicap, même les maladies invalidantes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, si, justement... ce à quoi je pensais, c'est que en fait, les écoles, les directeurs sont déjà au courant. Et mais je dis de manière un peu radicale, ils sont déjà au courant, mais après, entre se sentir au courant, se sentir concerné, passer à l'acte, comment on passe à l'acte, ça prend du temps.
Je sais pas si... Non, j'étais pas au bon endroit du micro. Il faut que je redise. Donc du coup, la problématique, c'est que moi, par exemple, quand j'ai rencontré des artistes en situation de handicap la première fois, donc c'était un appel lancé, j'avais la chance de connaître des personnes officiellement dites invalides. Donc du coup, je suis passée par ces personnes-là. Je me suis aussi passée par le fait qu'à Montpellier, on a un ESAT. Les premières invitations que moi j'ai reçues en tant que personne syndiquée, c'était des invitations de la part des directions des ESAT qui étaient en train de se rassembler autour de la transformation des ESAT. Alors que moi, ce que je voulais en tant qu'artiste militante, c'était discuter directement avec les artistes en situation de handicap. Donc, dans les événements en question, j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, on se côtoie, on se rencontre dans des réunions où s'amplifie petit à petit, mais vraiment très doucement, le nombre de personnes qui ont envie de se pencher sur l'aspect légal, comment on s'en sert. Et qui peuvent le faire aussi parce qu'on n'est pas encore très au point. Je ne suis pas encore très au point avec les outils pour pouvoir interpeller tout le monde et faire participer tout le monde. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà des problématiques à ce niveau-là. Et même en tant qu'artiste, donc en tant que personne en posture de salarié, je veux m'adresser à des personnes qui sont de fait en posture de salarié, qu'elles soient en train de travailler ou pas. Et je ne veux pas m'adresser à des directions. Je ne vais pas fermer les portes parce qu'on est dans des milieux où tout le monde peut se retrouver très vite à côtoyer un peu tous les postes. Ça, c'est le cas. Hein, et plus on descend dans l'échelon social, dans l'échelle sociale, et plus c'est le cas, plus on a de casquettes. Mais le tout, c'est de savoir comment se positionne la personne en face de moi. J'ajouterais même avec sur la question de l'école, en tout cas cette année, on a pu voir aussi à quel point le gouvernement était réfractaire à mettre les moyens pour accueillir des enfants en situation de handicap dans les écoles, les inclure dans les classes. Il y a eu quand même énormément de plaintes, enfin en tout cas de plaintes, j'ai pu lire des témoignages de professeurs qui n'étaient pas formés à accueillir ce genre d'élèves. Et moi, personnellement, j'ai dû aller en école privée pour éviter justement d'être mis sur le côté. Donc moi, mes parents, ils se sont dit, écoutez, on va mettre Ilyes en privé catholique, même si, voilà, comme ça, au moins on est sûr qu'il n'est pas mis sur le côté au fond de la classe et il va vraiment apprendre et qu'on va s'occuper de lui, quoi. Alors ça, pour le coup, peut-être qu'on se rend compte aussi qu'il y a d'autres problématiques associées, notamment celle de la scolarité des personnes en situation de handicap, qui explique aussi pourquoi Ilyes, tu as mis tant de temps à te dire que le domaine artistique est un domaine qui t'était accessible, que tu avais envie de travailler là-dedans, ce qui est un premier problème. Là, je pense que la question, c'était plus par rapport vraiment au directeur de casting, et comment leur mettre la puce à l'oreille, leur mettre, on va dire, en face de leurs problématiques de discrimination, de manque d'inclusivité sur les tournages. Ça peut peut-être commencer par, à chaque annonce auquel vous postulez, peut-être mettre ce podcast en lien pour qu'ils puissent avoir conscience des problématiques qu'il peut y avoir derrière, et qu'au final, travailler avec une personne handicapée, c'est pas juste mettre le mot handicap sur une annonce, mais que ça va bien plus loin, et que il y a bien plus de questions derrière ce mot. Une autre question? C'est pas vraiment une question. C'était juste pour appuyer sur vos propos, parce que là, en plus, récemment, j'ai une formation spécifique, car je suis un service civique. Donc, c'était une formation sur le handicap, et étant concernée, je voulais voir ce que ça donnait. Comment vous dire que c'était absolument stéréotypé et horrible, la façon dont c'était pris, etc. Et je pense que
Même, c'est souvent des formations qui sont prises aussi pour les enfants, pour les adolescents et même pour les adultes. Le truc, c'est que pour attiser une certaine empathie, etc., ils vont mettre carrément des gens en fauteuil, valides. C'est vraiment n'importe quoi, mais vraiment. Et ils parlent bien sûr que de certains types de handicap, bien évidemment, parce que bon... Les handicaps les plus visibles et en C'est effet, ça. les formations sur le handicap aujourd'hui, ça a plus office de sensibilisation, c'est la case à cocher, c'est il faut le faire. Et voilà, c'est fait, c'est bon, on peut se concentrer sur le principal. Ce qu'en fait, le principal, c'est inclure les gens, que tout le monde ait accès au même statut que tous les autres, à du travail et dans le domaine artistique. Justement, pour revenir un petit peu sur cette question-là, avec toi, Lies, on a abordé une question de suite du début de notre réunion. On parlait de la gestion de l'énergie. Ça fait partie des choses lors de l'annonce du casting. Tu réponds à une annonce et tu as le rôle. On peut espérer ça. Mais sauf qu'après, derrière, qu'est-ce qui passe la gestion de l'énergie? Est-ce qu'elle est prise en compte par ta situation qui est différente? Comme tu dis, c'est un monde qui demande toujours beaucoup d'énergie. Comment ça se passe à ce niveau-là pour toi? Pour ce qui est au niveau de l'énergie, pour moi, en tout cas, je vais prendre l'exemple de mon CV de danseur, parce que j'ai pas encore assez d'expérience de tournage pour me rendre compte vraiment de la fatigabilité. J'ai pas poussé mes limites en tournage pour le moment. J'ai eu que des petits contrats, donc c'était très gérable. Mais pour la danse, par exemple, où je me suis retrouvé une fois en 3 mois de résidence à l'étranger pour travailler avec une compagnie, où on travaillait 5 jours par semaine pour créer. Donc c'était très intense, c'était de 10h à 19h. C'est vrai qu'au bout de 2 semaines et demie, j'étais sur les rotules. Pourquoi? Parce que j'avais déjà, moi, un peu cette idée en tête où je devais faire mes preuves. J'étais le seul handicapé de la compagnie. Donc, c'est difficile aussi d'être face à soi-même et de se rendre compte qu'on a plus de difficultés que quelqu'un de valide dans certaines disciplines. Là, c'est la danse. Et il y a aussi comment dire, quand on est handicapé et qu'on se retrouve dans une situation pareille, évidemment ou pas, mais personnellement, j'ai pas voulu montrer ma fatigabilité, je voulais pas montrer mes faiblesses, je voulais montrer que j'étais aussi performant que les autres danseurs et que ça allait marcher pour moi. Sauf que malgré le fait que on ait pu me donner cette idée de prendre plus de repos que les autres, de prendre plus de temps pour moi, même pendant la répétition, de m'asseoir, d'essayer d'observer, etc. J'avais une pression derrière, parce que si je prenais cette pause, une journée, 1 heure, 2 heures, peu importe, c'était de ma faute, et je devais la rattraper derrière. Puisque derrière, au bout du compte, moi je prends ma pause, mais on continue de créer, on continue de développer des choses en groupe. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque si moi je prends du temps pour me reposer, pour pouvoir être plus performant derrière, mais que quand je vais revenir, je vais devoir rattraper 2 jours en une journée, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et là, c'est là qu'entre en jeu aussi la collaboration avec l'employeur, où vraiment
avoir un employeur qui va vraiment comprendre ce par quoi on traverse quand on travaille avec son corps, et mettre les choses adéquates pour que tout se passe bien et que l'artiste en lui-même ne se sente pas lésé et qu'il se sente partie du groupe, parce que c'est aussi une question, je ne sais pas pour vous, vous me direz si c'est le cas aussi, mais en tout cas, dans le domaine artistique ou même dans le domaine du privé, personnellement, je me sens toujours un peu à l'écart. Je fais partie du groupe, mais Ilyes, il n'est pas vraiment dans le groupe. Il fait partie du groupe sans être dans le groupe. Il ne va pas être décisionnaire. On ne va pas forcément écouter son avis. On ne va pas prendre en compte son état d'esprit sur l'instant T. Il doit suivre. Il fait partie du groupe, mais il doit suivre. Et s'il quitte le groupe, c'est de sa faute. Oui. Oui, ça revient un petit peu à ce qu'on discute en réunion. Moi aussi, qui ai une activité d'humoriste, j'ai un peu ce ressenti-là de par ma situation de handicap, de ne pas être considéré comme un artiste comme les autres, mais d'être un artiste handicapé, d'avoir ce petit truc en plus, pun intended, et que ça soit l'excuse de me mettre sur le côté parce que je parle de choses qui sont différentes, parce que moi aussi c'est mon choix de faire des blagues sur le handicap pour pouvoir en parler. En tout cas, tu as dit aussi quelque chose, c'est que tu as peur en fait qu'on vienne te reprocher que tu sois handicapé, que tu sois fatigué, que tu sois sur les rotules. D'ailleurs, pour tes jeux de mots, parce que tu nous as dit en réunion que c'est d'ailleurs tes genoux qui sont touchés en premier lors des répétitions de danse. Et donc, au final, est-ce qu'on se retrouve à un phénomène un peu similaire à la RQTH dans le monde ordinaire, c'est-à-dire à masquer des symptômes de ta pathologie? Oui, clairement. Moi, je me balade toujours avec mes antidouleurs. Si je me sens un peu flanché et que je sais que c'est un moment où je dois être... je ne suis jamais à 100% sous codéine, mais on fait ce qu'on peut. Mais au moins, voilà, j'ai cette béquille où je peux me dire, OK, là, je peux me rattraper là-dessus et faire un peu plus semblant jusqu'à rentrer à la maison, quoi. C'est vrai que ça m'arrive, je ne vais pas dire le contraire, ça m'arrive même dans le milieu ordinaire et dans le milieu artistique, encore plus dans le milieu artistique, puisque dans le milieu ordinaire, c'est la RQTH, ça a du sens, dans le milieu artistique, ça n'a pas de sens. Du coup, j'aimerais rebondir dessus, sur ce que vous dites, parce que oui, on est dans des domaines où souvent les artistes, il y a une espèce de pensée qui est cultivée qu'il faut être au-dessus de tout. Mais au-dessus de tout, c'est pas tant une histoire de prétention ou quoi que ce soit, c'est une histoire d'être tout le temps dans se dépasser, dans le fait de se dépasser, dans le fait de créer des nouvelles choses, d'exprimer des choses qui échappent à un cadre. Sauf qu'en réalité, des cadres, il y en a tout le temps, ils se forment en permanence, il faut les briser en permanence. Et du coup, si on parle de personnes dites valides, par exemple, un artiste, notamment chez les danseurs, un artiste qui se plaint de douleur, on va se dire que c'est une chochotte, quoi. Oui, ça c'est Il vrai. va pas tenir le coup. Pareil pour un comédien ou une comédienne, si vous vous retrouvez face à un metteur ou une maîtrise en scène qui est dur, qui peut parfois, voire souvent, sortir de ses gonds. Si vous montrez une faiblesse face à ça, vous tiendrez jamais dans le milieu. Et ça, pour le coup, je remercie tous les mouvements féministes et MeToo qui mettent en exergue ces choses-là, parce que on est dans un domaine visible qui rend visible des fonctionnements et qui, pour le coup, devrait en profiter pour rendre visible d'autres façons de faire. Et en fait, c'est pas le cas du tout. Et justement, dans le monde du travail, c'est très compliqué parce que, par exemple, on se réfère au code du travail pour pouvoir être intégré à la société, avoir droit chacun à
un toit sur sa tête, à manger, de quoi se soigner, éventuellement entretenir une famille, voilà, enfin vivre quoi, tout simplement. Et ce code du travail, déjà, souvent, il est mis de côté dans les professions artistiques, et c'est une bataille que de dire bah non, en fait, on en dépend. Si on n'en dépend pas, on n'est pas dans le système. Et il faut permettre à tout le monde d'y accéder, puisqu'on a tous l'obligation, en fait, on est tous dépendants dans ce système. Si on veut manger, si on veut avoir un toit sur sa tête, si on veut vivre, ben, on est obligé de contribuer, on est obligé de payer, on est obligé de... Voilà, enfin, c'est historique, quoi. Je Oui. sais pas si je me suis pas égarée. J'aimerais juste rajouter le fait que si on a un code du travail, c'est parce que le milieu du travail n'est pas équilibré, et d'autant plus quand on est dans nos situations. Quand on est une femme, peu importe en fait les différences qu'on peut avoir, on a besoin de ce code-là pour s'y référer. Et si dans le milieu du spectacle et l'industrie audiovisuelle, on le met de côté, c'est là qu'on s'ouvre à des dérives, et c'est dommage. On a une question. Oui, bonjour. Alors voilà, on parle beaucoup d'handicap visible. Nous, on est venus toute l'équipe au complet pour défendre une cause qui nous est chère, qui est celle de... Parce que nous sommes une association loi 1901 qui intègre le handicap dans le domaine artistique, s'appelle l'Oiseau Vert. Et donc on monte des spectacles, on organise des formations mêlant artistes en situation de handicap et artistes valides. Et donc, parmi nos artistes, on a beaucoup d'artistes avec des handicaps invisibles. Et donc, c'est la question que j'aurais à poser, c'est quelle est la place du handicap invisible dans le monde artistique, et quelle place on a quand on a un handicap invisible. Si vous voulez, je pourrais vous parler après la réunion de mon association, vous pouvez vous adresser à nous, mais ma question c'est celle-là. Est-ce que vous avez des choses à dire, peut-être des choses que vous avez déjà discutées avec des collègues en situation de handicap, eux-mêmes avec un handicap invisible, qui vous ont confié des choses sur comment ça se passe, quelle forme de discrimination ils rencontrent? Oui, effectivement, il y a toute la problématique du non-visible qui est... comment dire ? Je vais essayer de trouver les bons mots. Dans le sens où c'est complexe. On a plein de professionnels du spectacle qui sont dans des situations de handicap invisibles. Même au sein du syndicat, on a des militants syndiqués, des artistes qui sont en situation de handicap, qui ont des soucis de santé, qui ne le disent pas pour pouvoir continuer de travailler. Et à l'inverse, on a, via les ESAT, par exemple, des professionnels, puisqu'ils travaillent à des rythmes professionnels, qui sont dans des situations de handicap aussi invisibles, et qui se retrouvent à ne pas être, ou en tout cas qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas considérés comme des travailleurs bénéficiant du Code du travail et des droits et devoirs du salarié, et qui se retrouvent dans des situations d'exploitation. Je le dis avec les mots, voilà, je pense que vous en avez déjà parlé, je suppose, peut-être, je ne sais pas. Et donc, il y a d'un côté des personnes qui demandent à être reconnues et à pouvoir, par exemple, postuler en tant que personne en situation d'un handicap invisible. Et il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui voudraient bien pouvoir postuler à des rôles, par exemple, mais sans en référer à leur handicap. Et ici est posée la question de comment est traitée la santé dans le travail, et spécifiquement dans les professions du spectacle. Et ça, c'est toute une problématique sur laquelle travaille la CGT Spectacle. Et au niveau des artistes interprètes, mais on pourrait dire aussi des musiciens, enfin au niveau des artistes, je ne vais pas dire exécutants, parce que c'est au niveau des artistes, en général, c'est très compliqué parce que
parce qu'en fait, on est tout le temps dans la performance et on nous demande d'être tout le temps dans la performance. Il y a une envie aussi d'y être, de se dépasser, de ne plus penser à ce qu'on est, à ce qu'on montre. En réalité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de penser à ça et qui ont juste envie de faire, tout simplement. Et il y a des personnes qui ont envie de créer des formes et juste de faire. Seulement, on a tous des corps, on a tous des neurones, on est tous des molécules, on a tous des cerveaux, et en fait, il faut faire avec. Et après, il y a un autre paramètre, je me permets, qui est les moyens. Les moyens financiers. Les moyens pour mettre en forme, en place les choses et pour pouvoir leur donner de la visibilité. Et qui donne ces moyens, qui les distribue, à quelle échelle, et du coup, quelle valeur on donne à ces œuvres avec les personnes qu'il y a dedans. Et comment on les traite, ça rejoint ce que disait Ilyes sur le rapport au travail. C'est très compliqué, c'est sensible. C'est pas compliqué, c'est sensible. C'est très sensible, le handicap invisible, parce que c'est... J'ai pas envie de dire que c'est propre à chacun, mais c'est aussi propre à chacun d'en parler ou pas, dans son cadre de travail. Si on porte un handicap et qu'on veut en parler, on en parle. Si on veut pas en parler, on n'en parle pas. Il n'y a pas d'obligation en soi. C'est comme sur le CV, moi je peux mettre RQTH, j'ai la mention, mais je peux ne pas le mettre, et normalement on ne m'en tient pas rigueur. Si on m'en tient rigueur, là ça devient une intention de discrimination. Pareil, si je mets la mention RQTH sur mon CV et qu'on en tient rigueur et que du coup on choisit de ne pas me convoquer en entretien par rapport à un autre candidat qui a le même CV, à cause de la mention encore RQTH, là on rentre dans une forme de discrimination. Dans le milieu du spectacle, c'est pas pareil. Comme il y a cette injonction à la performance et à la productivité, c'est vrai que c'est très difficile. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de quand j'étais en compagnie et que je voulais faire comme les autres pour pouvoir avancer sur le projet comme tout le monde et pouvoir être présent, parce que encore plus dans le milieu du spectacle, quand tu es absent, c'est ta faute, peu importe ce qui t'arrive. Si t'es pas là, on peut pas faire autrement. Donc y a quand on est handicapé invisible, on a entre guillemets ce choix de le dire ou pas, puisque c'est pas écrit sur notre visage. Donc là, il y a un travail, à mon avis, individuel, qui dépend de soi-même et de son confort, de pouvoir en parler, de pouvoir échanger dessus dans son métier, dans son cadre professionnel, pour pouvoir faire évoluer les choses. Ça revient un peu à la situation que tu décrivais tout à l'heure par rapport à tes douleurs chroniques. Au niveau de tes genoux, tu peux te retrouver sous codéine du début à la fin de la journée, juste pour réussir à tenir debout et au final à être sur une forme de mise en danger. Et tu as choisi de ne pas en parler à ce moment-là, de être sur codéine et ne pas en parler. À ce moment-là, j'ai choisi de ne pas en parler parce que c'était un contrat qui me tenait à cœur, que j'étais pas chez moi. Donc il y avait beaucoup d'aspects qui faisaient que je prenais des risques. Je suis pas en France, je suis pas à Paris. Si je dis que j'ai besoin de me reposer, que finalement je me rends compte que l'ambiance ça change, je peux pas rentrer chez moi en claquant des doigts, prendre le métro, un taxi et dire c'est pas grave, le contrat je le déchire. Et c'est là où ça revient aussi à la problématique qu'il y a de la RQTH, c'est où il y a une mise en danger d'en parler ou de pas en parler, quoi. En fait, on a l'impression que dans les deux cas, on est perdu, on va perdre quelque chose, parce que en parler, c'est un risque pour le responsable de prendre peur, et de ne pas en parler, c'est nous mettre en danger, nous, par rapport à notre pathologie. Donc au final, que choisir, on ne sait pas. Et je pense que pour revenir à la question de handicap invisible, il y a toujours un aspect un peu invisible sur nos pathologies, même si on peut être en fauteuil roulant, même s'il y a des choses de visibles où on est de petite taille ou autre. Malheureusement, il y a des aspects qui ne sont pas visibles, et que ça va être au moment du tournage, au moment de ces performances un peu surhumaines, qui vont être mis en exergue. Et justement, pour avancer un petit peu sur
la conférence. Donc on entend bien cette injonction à la perfection, à une rigueur du quotidien de tous les instants. Je vais parler un petit peu du Graal du domaine artistique qui est l'intermittence. Et donc, est-ce que Ilyes, tu peux un peu nous parler de ça, de l'accès à l'intermittence en tant que personne en situation de handicap? Est-ce que toi, tu as pu avoir accès à l'intermittence? Est-ce que tu l'as encore? Qu'est-ce qui t'a empêché de le garder si jamais tu n'as plus, etc., etc. Déjà, l'intermittence du spectacle, c'est 507 heures à faire en une année, sous forme de cachet. Donc c'est une forme de contrat spécifique au spectacle et aux artistes. Donc 507 heures minimum pour pouvoir toucher un chômage. Donc c'est comme si vous avez un chômage d'1 an qui vous est accordé. Donc avec 507 heures, vous avez l'équivalent d'un SMIC, ce qui n'est pas grand-chose. Plus vous faites d'heures, plus votre taux augmente et vous avez accès à un chômage plus conséquent. Maintenant, le but est de ne pas rester au chômage, évidemment, c'est de travailler. Plus on travaille et mieux on gagne. On dépasse même ses taux. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais quand on travaille de manière conséquente, on peut dépasser son taux, donc c'est plus intéressant. Pardon. Tu veux vraiment savoir combien je gagne en ce moment? Non, mais t'inquiète, je pense que je te rejoins parce que j'ai pas fini mon histoire. J'ai eu la chance de devenir intermittent en 2019. J'ai tenu jusqu'à l'année dernière où j'ai perdu mon statut au mois d'octobre. Et là, c'est un combat de tous les instants pour pouvoir faire mes cachets. Quand j'ai commencé dans l'industrie du spectacle, donc en fait en 2018, donc comme je vous disais, j'ai commencé à vraiment danser. Pendant cette année-là, j'étais en fin d'études. Je passais mon bac+3 en communication. Et c'est suite à ça qu'on m'a proposé mon premier contrat de danse, sans passer de casting ni rien. Et c'est en ayant ce contrat-là, qui était un très beau contrat, en rentrant en France, je me suis dit, ok, je vais terminer mon contrat d'alternance, je vais prendre mon diplôme et je vais me lancer. Et j'ai eu beaucoup de chance, puisqu'en fait, en 1 an, j'ai réussi à faire mon statut, parce que j'ai enchaîné 2 contrats assez conséquents. Et ensuite est venue l'année de la Covid. Donc ça a un peu reculé ma date d'anniversaire. J'ai pu un peu rejoindre les 2 bouts et relancer mon statut. Et seulement l'année dernière, j'ai pas réussi à renouveler. Il me manquait une bonne moitié de mes heures. Ouais, une bonne moitié quand même au mois d'octobre. C'est très difficile de faire son statut intermittent quand... je pense que ça dépend de son apparence et de ce qu'on... des skills, du domaine d'activité dans lequel on exerce. Je sais pas quoi dire de plus. C'est dur. Dis-le, c'est la merde. C'est la merde. Pardon, excusez-moi, je me suis permis. Non, mais c'est vrai, c'est super dur dans ce secteur de faire 507 heures de travail tous les ans. Et c'est rien, c'est le minimum qu'on doit faire. Et le problème, c'est que ce minimum-là, il est de plus en plus difficile à atteindre. Donc, alors, après, il y a la problématique des activités qui permettent d'ouvrir des droits au régime de l'intermittence, pas au statut. Je vais te taper sur les doigts. Pardon. Donc, à ce régime d'assurance chômage, on a des activités dites annexes dans la loi qui peuvent faire prendre en compte des heures de travail sous le régime de l'intermittence, comme par exemple être intervenant, donner des interventions théâtre. On peut le faire en tant qu'artiste-interprète, on peut le faire en tant que metteur en scène, maîtresse en scène. Il y a aussi les activités d'acteurs, d'actrices de complément, de silhouettes. Voilà, il y a des petites activités comme ça qui permettent de faire prendre en compte les heures. Et puis après, il y a la loi qui, en fonction aussi de si vous faites une formation qui est financée par l'AFDAS, par exemple, jusqu'à un certain nombre d'heures assez conséquent, vous pouvez les faire prendre en compte pour ouvrir des droits au chômage quand vous n'avez pas déjà des droits ouverts ou quand vous les avez, entre guillemets, perdus.
Donc ça c'est bien, mais c'est toujours pareil. C'est vrai que ce qui revient dans les conversations, c'est oui, nous, dans notre situation, pour beaucoup, on n'arrive pas à accéder à ces formations. Soit parce qu'on n'a pas assez de travail, parce qu'on nous fait pas assez de propositions, soit parce que on manque de formation et qu'en même temps ces formations elles sont pas accessibles. Je préfère en rire aujourd'hui là tout de suite, mais non mais voilà, il y a toute cette problématique là de ce cercle vicieux à briser, pour lequel moi je me range dans la militance syndicale. C'est comment on fait pour par le biais du légal dire maintenant on met les moyens en place. Moi, pour ma part, j'ai du mal à faire les heures de plus en plus. J'ai 42 ans, je suis une femme, j'ai pu accéder à pas mal de moyens de faire mes heures, en rôle, mais aussi en mise en scène. En actrice de complément aussi, je l'ai fait. J'ai pu travailler sur scène et face caméra. J'ai plus souvent travaillé dans le privé que dans le public, même si j'ai eu, par rapport à d'autres, l'opportunité de le faire aussi, de travailler dans le public. C'est pas les mêmes conditions de travail. mais ce qui est sûr, c'est qu'on se perd, en fait. Je l'ai expliqué lors des conversations avec Damien, Ilyes, Yael, qui est ici présente aussi, actrice, et d'autres. C'est... en fait, à la base, pour faire notre métier correctement, on doit pouvoir s'y donner pleinement. Sauf que pour pouvoir accéder à un minimum pour vivre convenablement, on doit s'éparpiller dans tous les sens. Et dans un autre sens, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'éparpiller dans tous les sens, de manière palpable, matérielle. Puis de manière générale, je pense qu'on ne peut pas trop se dédoubler, détripler, pouvoir faire plusieurs travaux en même temps. Moi, de ce que tu nous racontes là, Julie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour avoir le statut d'intermittente, il faut ruser. Il faut réussir à ruser et à optimiser pour avoir ces fameux 507 heures. Parce qu'en fait, la plupart du temps, tu peux travailler dans ce domaine-là, différents statuts, mais il y a aussi la problématique un peu du travail bénévole. On a pu en discuter où ça, malheureusement, c'est un peu trop fréquent, où il y a l'excuse du métier passion. C'est ta passion, tu aimes, donc fait ne compte pas. Oui, mais bon, au bout d'un moment, j'ai des factures à payer, donc je peux dire que je travaille dans ma passion, ça ne va pas payer grand-chose, malheureusement. Et je crois que nous avons une question dans le public. Oui. C'est par rapport aux artistes en fait, en situation de handicap. J'aimerais savoir si le fait de déclarer une vente d'œuvres, donc là c'est peut-être plus dans le cadre des visuels, en fait, on va dire, une peinture ou autre chose, un dessin, peu importe. Comment ça se passe en fait? Je m'étais renseigné, je crois, il y a quelques années, et je crois que ça a amputé en fait la hache. La hache, pardon. Là, donc on vit grosso modo souvent avec ça. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, en fait, en 2024. Je vous avais la réponse. Parce que du coup, parenthèse, à l'époque, je m'étais renseigné, et du coup, forcément, je n'avais rien vendu officiellement, justement pour pas amputer mon aide. La hache, je crois qu'elle est amputée, peu importe le revenu déclaré que vous faites. Donc en fait, c'est on travaille pour rien, en fait. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi les calculs en soi, mais je sais que à partir du moment où on va avoir gagne... une réponse dans le public d'une personne. Alors moi, je suis artiste, peintre, illustratrice, et effectivement, tout ce que tu déclares, c'est enlevé. Alors,
Maintenant, j'ai un autre statut, mais avant, j'avais l'AH et voilà, toutes les aides. Et effectivement, tout ce que tu gagnes, eh ben, on s'est enlevé de tes revenus. Non, ça n'a pas changé, je pense. Ouais, non, je pense que c'est la même chose, malheureusement. Voilà. De toute façon, c'est comme tout. Du coup, ça pousse pas. On n'a pas envie de déclarer, parce que vu que la vie en situation de handicap nous coûte en général beaucoup plus cher, il faudrait qu'il y ait quand même une motivation à gagner quelque chose en travaillant et en conservant un petit peu son aide sociale, quoi. Et ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà. Ça revient important. aussi à ce que je disais là par rapport à l'intermittence, mais par rapport à la hache, ça revient aussi à devoir ruser tout le temps, mais soit en effet ne pas déclarer, ou si on déclare, en fait, il faut qu'on voit la méthode de calcul de ce qui nous est enlevé. Là aussi, c'est un calcul relativement complexe qui n'est pas forcément accessible à tous et à toutes. Pour savoir combien d'AH vont m'être enlevés si jamais je déclare telle ou telle vente. Donc, en effet, ça demande toujours d'être malin. Oui. Pour revenir à l'intermittence, en fait, c'est pareil que pour une œuvre d'art. Du coup, si tu veux avoir l'intermittence et que tu es handicapé, il va falloir faire des cachets. Mais avant d'avoir l'intermittence, les cachets, ils vont être réduits de ton AH en fait. Enfin, ton AH va être recalculé en tout cas. C'est le bon terme. Elle va être recalculée. Donc ça se trouve en fait, tu vas faire plein de cachets pour espérer d'avoir l'intermittence. Parce que ton AH, en attendant que tu arrives à avoir l'intermittence, avoir le régime. Le régime d'assurance chômage. Merci avoir accès beaucoup, au régime d'assurance chômage. Voilà. Ça. Et en attendant, tu galères et peut-être que tu n'auras pas ça à la fin. Et la deuxième chose que... Ton chômage. Ouais, voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est pour revenir sur le handicap invisible, on se faisait la réflexion avec une amie comédienne handicapée. Elle a un handicap, on va dire, partiellement visible. Il est assez visible, mais pas assez visible pour les productions audiovisuelles. Et donc, elle me disait que elle, récemment, elle a répondu à une annonce de casting, il cherchait quelqu'un d'handicapé, une fille handicapée de son âge. Elle a répondu, mais la prod s'est rendu compte que c'était pas exactement le handicap recherché, que plus tard, ils ont cherché autre chose. Et finalement, ils ont fini par rendre le personnage valide et prendre une actrice valide. Et moi, ce que je me dis, mais c'est... En fait, pareil, moi, quand on prend pour des rôles de personnages handicapés, on me demande tout le temps d'être en fauteuil, on me demande pas du tout d'être debout. Et du coup, je me dis, jouons le jeu des productions. Ils ont des fantasmes sur les handicaps, jouons le jeu. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout et rentrer dans l'audiovisuel pour démonter tout ça, et il faut jouer le rôle, même si... Je sais pas si c'est la bonne réponse, mais en tout cas, je pense que ça peut être une réponse, jouer le rôle qui veulent, et peut-être venir en casting avec un fauteuil roulant ou je sais pas quoi, alors que tu n'as pas de fauteuil roulant. Je sais pas. Oui, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Ilyes, en début de conférence. Tu dois être handicapé aux yeux de la production. Comme tu disais, Gaël, être handicapé, mais penser handicapé par la production, et qu'au final, tu te retrouves à devoir jouer la personne handicapée aux yeux de la production, et qu'au final, ce que tu vas présenter à l'écran, ce n'est pas réellement toi, c'est un personnage qui n'est pas toi. Et moi, ça me fait penser à une question aussi, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une personne en situation de handicap puisse jouer un rôle d'une personne qu'on dirait valide, comme tu as dit, ils avaient un personnage handic qu'ils ont rendu valide pour au final avoir une actrice valide. Est-ce que au final on pourrait pas penser aussi à un rôle d'une personne à la base valide mais jouée par une personne handicapée? Moi je pense que c'est possible, puisqu'on m'a clairement dit les yeux dans les yeux que c'était normal pour une personne valide de jouer une personne handicapée à l'écran. Donc je vois pas pourquoi le contraire ne serait pas possible. Mais moi personnellement, je suis une personne de petite taille. Je vais pas aller jouer
un mec de NBA. Non, mais c'est drôle à dire, c'est vrai, mais moi ça me fait rire de le dire, mais c'est tellement c'est lunaire, mais c'est pareil, en fait, je trouve, à l'inverse, c'est qu'une personne valide ne saura jamais par quoi est passée une personne qui est sur un fauteuil roulant, parce que c'est que ça qu'on voit à la télé. Par exemple, si une personne valide qui intègre un rôle d'une personne, pardon, 1, 2, 3, si une personne valide intègre un rôle d'une personne en situation de handicap qui se présente avec un fauteuil roulant, avec tout le travail de l'acteur qui a à faire en amont, j'en suis sûr que personne ne va penser à... tout le monde va se dire accident. On va dire, ouais, moi, dans mon background, je me suis dit que j'ai eu un accident de voiture et que, voilà, je me suis pété la colonne vertébrale et que, du coup, je dois recomposer toute ma vie et tout. C'est jamais quelqu'un qui va être né avec une pathologie invalidante et qui va devoir composer sa vie avec ça. Par exemple. Là, malheureusement, on retrouve les stéréotypes scénaristiques qu'on peut avoir autour des personnes handicapées qu'on retrouve après dans la vie réelle, puisque en fait, nous, quand on est en fauteuil roulant, de suite les gens pensent au accident, ils nous demandent ah, mais est-ce que c'est un accident? Ben non, t'as vu ça où? Ben dans un film. Ah, ouais. C'est ça aussi le problème de la représentation, et ça justement, j'aimerais un petit peu en parler aussi. Aussi rapidement, j'aimerais dire que le phénomène qu'un acteur valide qui incarne une personne handicapée s'appelle le creeping up. Voilà, ça c'est la petite parenthèse pour tout le monde et pour les auditeurs qui nous écoutent. Et aussi, je suis pour parler de ce phénomène de représentation, de tokenisation. Justement, toi, de ton vécu d'expérience professionnelle, comment tu l'as vu se montrer ce phénomène de tokenisation où vraiment on va chercher à avoir des personnes handicapées pour répondre à un quota? Comment je l'ai pris personnellement ou ce que j'en pense? Comment tu l'as vécu, si tu en as déjà vécu, et si qu'est-ce que tu en penses Tokenisation, c'est ce que je disais, répondre à un quota, en fait. Donc, tokenisation, c'est vraiment engager une personne handicapée parce qu'il faut une personne handicapée dans le casting. Moi, je profite de ces quotas parce que j'ai besoin de faire des cachets. Donc, ça m'aide à faire des cachets. Maintenant, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que on va pas chercher de talent, où on va se dédouaner de vraiment rechercher du talent. On va chercher des personnes qui vont avoir une belle gueule, qui vont bien ressortir à l'image, qui vont répondre au rôle du personnage quand il y a un rôle. Parce que moi, quand tu me parles de tokenisation, par exemple, de quotas, moi je le ressens surtout quand je suis pris juste pour être devant et qu'on voit qu'il y a un homme de petite taille pendant une séquence et que voilà, c'est tout. Oui. Tu me racontais d'ailleurs que des fois ils mettent des personnes valides en fauteuil au premier rang pour bien les voir. Oui, ça c'est un contrat que j'ai fait l'année dernière. Où j'ai été pris en silhouette. Donc on n'était que 1, 2, 3, on était 4 personnes handi, non 5. Mais c'était trop marrant parce que moi j'étais le petit, il y avait la personne avec sa canne, il y avait un peu le malvoyant qui voit un peu mais qui voit mal, et il y avait le sourd. Dans la famille handicapée, je voudrais le grand-père. Bah mince, le grand-père... Ouais, c'est un peu ça. Malheureusement, c'est un peu ça. C'est un peu le cas. Après, bon, là, pour aussi défendre ce tournage, là, ils ont clairement fait un choix. C'est-à-dire, quand j'ai été pris sur ce tournage en tant que silhouette, ils m'ont dit c'est pour te mettre devant parce qu'on n'a pas assez de personnes en situation de handicap et que le thème, c'est un peu ça. Mais il y en avait des acteurs. Il y avait
un acteur vraiment qui avait un petit rôle, second rôle, petit rôle, je sais pas vraiment, qui jouait, et il y avait un autre petit rôle en situation de handicap. Maintenant, le fait est que oui, effectivement, ils ont pris des personnes pour les mettre en fauteuil pour pouvoir accentuer la chose. Ce que je trouve ça dommage. Enfin, ce que je trouve dommage, puisque on n'a pas cherché vraiment, à mon avis, à casser des personnes en fauteuil, et que malgré tout, même s'ils avaient cassé des personnes en fauteuil, quand je suis arrivé au moment du tournage, le plateau n'était pas accessible. En tout cas, accessible au fauteuil roulant. Donc ça apporte aussi des arguments, ce que je disais au préalable, ça veut dire qu'on va caster des personnes et on ne va pas réfléchir suffisamment sur comment on va employer cette personne qui est porteuse d'un handicap, comment elle va pouvoir interpréter ce rôle, comment je la vois dans ce rôle. On voit un rôle, on s'imagine des choses, et forcément quand on s'imagine, on est dans un fantasme de ok, handicap, fauteuil, handicap comme si, handicap, voilà, mais ça reste problématique. À mon sens, à mes yeux, j'ai trouvé ça gênant d'être à côté d'acteurs qui se mettaient en fauteuil pour pouvoir jouer leur rôle. En fait, la problématique, c'est que le handicap est vu comme objet et pas comme sujet, comme un critère à répondre, une case à cocher, handicap, et pas comme quelque chose qui pourrait réellement nourrir le film, la représentation de quelque chose, mais qu'au contraire, on va croire que le handicap viendrait toujours porter préjudice à l'objet artistique et qu'on va essayer de le rendre au minimum, le mettre dans un côté, exactement comme toi, on te met sur le côté Yes en tant qu'artiste. Donc, comme je dis, on est en train d'opérer ce changement où le handicap devient un sujet, mais on est encore en cours de changement. On est encore en cours de changement et c'est aussi le fait de pouvoir aussi accéder à des formations culturelles. Moi, je peux comprendre l'argument, en tout cas, qui prédomine quand on pose la question aux réalisateurs ou aux productions, pourquoi ils choisissent de prendre des personnes valides pour les mettre dans des rôles de personnes handicapées. Souvent, la réponse, c'est on n'a pas trouvé de quelqu'un assez talentueux ou qui vraiment se collait au rôle pour pouvoir remplir ce rôle. Le problème, c'est qu'on sait très bien que les conservatoires, ils ne sont pas forcément accessibles. On sait très bien la discrimination qu'on peut subir quand on est en situation de handicap et qu'on veut faire des études artistiques ou qu'on veut juste se mettre à une activité artistique. Donc évidemment, il y aura un gap de travail, peut-être de talent. Et encore, il y a des gens dans la salle que je connais qui sont hyper talentueux et qui vont sûrement péter l'écran bientôt. Mais voilà, on est en 2024, c'est dommage que ça arrive que maintenant. C'est bien que ça arrive maintenant aussi, en quelque part. Et en effet, ce gap, il est créé parce que pour moi, le handicap n'est pas réellement intégré au sein du processus créatif. Il n'est pas vu comme tel, il est encore vu comme ce critère à cocher qu'on va croire qu'il n'y a pas de talent, mais c'est parce que vous ne voyez pas de talent, vous cherchez avant tout le handicap. Donc forcément, si vous cherchez le handicap, vous allez voir que le handicap. Si vous cherchez le talent, vous allez voir le talent. C'est ce qu'on appelle être aveugle. Juste pour rebondir là-dessus, pour le coup, j'ai entendu des directrices artistiques, souvent des femmes, qui ont, pour le coup, parlé de création, justement, qui regardaient autre chose chez la personne et qui travaillaient avec des personnes en situation de handicap et qui expliquaient qu'il y avait des modèles, de meilleurs modèles dans d'autres pays, pour le coup. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est utiliser l'outil syndical pour pouvoir justement mettre en exergue et favoriser ces modèles dans le cadre du système qu'on a ici, qui est censé être l'exception culturelle, et qu'elle soit accessible à tout le monde. Exception culturelle particulièrement fragilisée, n'est-ce pas, de plus en plus. C'est encore un autre sujet, mais oui, arriver à faire en sorte que les personnes qui ont d'autres visions
qui sont capables de sortir des moules de l'imaginaire, qu'on leur donne les moyens en fait d'y aller. Et les moyens jusqu'au bout, c'est-à-dire que ça aille dans la création, mais dans les salaires aussi. Parce que, et même plutôt dans les salaires, pour la création, arrêter de passer l'humain en dernier pour pouvoir justement améliorer, aller vers le haut. Et ça nécessite de tout relever, en fait, plutôt que de s'adapter, comme tu dis, d'aller jusqu'à gruger et sortir des cases, parfois au point de même plus pouvoir se défendre ou être défendu. Et aussi, j'ajouterais, il faut réussir à défaire, en tout cas à forcer les personnes qui sont décisionnaires à défaire leur image de la personne handicapée qui doit être soit misérable, la pauvre personne qui est seule, qui se sent seule, qui est une paria de la société, etc., ou la personne en situation de handicap qui se surpasse toute sa vie depuis l'enfance, qui a une force exceptionnelle, un mental de dingue et qui, a fortiori, est inspirante. Enfin, on est tous d'accord, à mon avis, pour dire qu'on peut être handicapé et juste lambda. On n'est pas obligé d'avoir un talent, on n'est pas obligé d'être sportif, on n'est pas obligé de savoir faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ce qui manque cruellement, je pense, aujourd'hui, en tout cas sur les écrans, c'est de pouvoir avoir cette vision-là. C'est dommage, je pense, que dans des films ou dans des séries, quand, je sais pas, on voit le personnage principal aller à la pharmacie, pourquoi est-ce que le pharmacien ou la pharmacienne doit absolument coller à l'imaginaire de ce qu'est une personne valide. On peut être pharmacien et être en situation de handicap, peu importe le handicap. C'est un exemple, ça peut être n'importe quoi. Je dis pharmacien parce que ça donne un aspect, une profession où on sait qu'il y a un minimum d'études à faire, qui est valorisé aussi, parce que ça manque aussi de valoriser les personnes en situation de handicap à l'écran. Donc c'est un tout. À mon avis, c'est un tout qui est lié avec le code du travail, les décisions, l'image qu'on se donne de nous, l'image qu'on peut nous-mêmes donner de nous-mêmes aussi. À mon avis, c'est aussi important, puisque j'ai remarqué, c'est vrai, et ça c'est vraiment une expérience personnelle, que quand je m'adressais à des gens, même si je me présentais comme une personne en situation de handicap, tout de suite après, il y avait une distance qui se créait parce que justement, ils avaient peur de faire un faux pas, de dire quelque chose de bizarre ou d'être irrespectueux. Ce qu'on va pas forcément avoir, en tout cas, c'est pas un réflexe qu'on va forcément avoir avec n'importe qui. Puisque aussi, force est de constater, quand dans la vie de tous les jours, tout le monde n'est pas respecté à la même hauteur. Et que si on se met dans une situation où on se sent un peu inférieur, on va prendre le pas sur nous pour pouvoir dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut de nous. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment un aspect très relationnel et sensibilité qu'on peut avoir. C'est aussi pour ça que ce que tu dis par rapport au rôle du personnage handicapé ordinaire, il se passe dans le misérabilisme, dans Inspiration Porn, c'est important. Ça permet aussi de montrer à l'écran que des personnes handicapées lambda, ça existe et qu'on peut se comporter avec eux de manière lambda et que tout est lambda et qu'on ne va pas chercher à devoir se comporter d'une certaine manière ou d'une autre, et donc redonner ce rôle de l'écran, de représentation et de représenter avec une certaine justesse les personnes handicapées. On va prendre une dernière question et malheureusement après ça va être la fin de la conférence. Voilà, en fait, moi, je voulais parler d'une stigmatisation du handicap, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des personnes à mobilité réduite, des personnes malvoyantes, des personnes sourdes, mais les personnes en situation de handicap psychique, généralement, ça fait peur. Il y a une sorte de discrimination, et discrimination notamment au niveau du statut d'intermittent du spectacle, parce qu'il faut être capable psychiquement de faire ces heures-là.
d'accumuler les cachets de manière à avoir le statut. Parce que quand on a une problématique de handicap psychique, on peut ne pas être capable de tenir la pression, de ne pas être capable d'avoir le nombre d'heures qu'il faut pour avoir un cachet. Donc, ce qui fait que dans l'association, on a opté pour l'associatif, justement, pour éviter de devoir se confronter au problème du stress et de l'anxiété liés au nombre de cachets à accumuler. Et donc... Et donc voilà, je voulais surtout parler de ça, du handicap psychique, de la peur que ça crée. Là, je suis en train de négocier un contrat avec la médiathèque de Narbonne et ils tardent à nous répondre. Ils mettent... Enfin, je trouve que c'est un peu de la discrimination parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une place dans leur planning pour nous. Mais voilà, je voulais parler de ça. Je voulais parler de ça. Je ne sais pas si je suis claire. Moi, ça me fait penser à justement une petite manière, comment terminer cette conférence. Je te parle de cette question liée, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour vivre sereinement ta vie artistique? Est-ce que justement des solutions pour avoir un accès à l'intermittence, ça fait pas partie de ces choses qui te manquent aujourd'hui, de ne pas avoir 507 heures, mais d'avoir peut-être un tiers-temps, entre guillemets, donc là, un tiers caché peut-être, possible, et d'avoir moins de 507 heures parce que toi, compte tenu de ton handicap, en effet, tu n'as pas cette capacité à répondre à la rigueur demandée d'avoir 507 heures par an. Par rapport à ma situation à moi, je pense que je suis capable de faire les 507 heures. Mais j'ai pas l'occasion, j'ai pas les opportunités de les faire. C'est ma difficulté, c'est plus ça, puisque en tout cas aujourd'hui à mon âge, avec mon état de santé actuel, c'est possible. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais personnellement j'ai besoin juste de plus d'opportunités. J'ai besoin qu'on puisse m'appeler plus facilement sur des castings sans penser forcément à se dire il est handicapé donc ça va pas marcher. J'ai besoin qu'on se dise ok, c'est une personne et il s'arrête sur son âge, sur son apparence, à la rigueur son origine ethnique parce qu'on est dans le milieu du spectacle et que ça joue. Et c'est tout. Voilà, enfin, pourquoi préciser d'autres... Il y a des aspects, je trouve, parfois, dans l'industrie du spectacle qui sont précisés, qu'on veut prendre en compte absolument, qui ne sont pas forcément utiles, et on s'en rend compte à la fin du casting que ces précisions de forme ne sont même pas respectées par les décisionnaires eux-mêmes, puisque c'est juste une image qu'ils se donnent. Sauf que, comment dire... sur 10 profils, si on va chercher un brun, mais seulement avec les yeux verts, on va caster que des yeux verts avec les cheveux bruns. Seulement, peut-être qu'au bout du compte, on en a casté un qui a les yeux bleus et qui marche extrêmement bien pour le rôle, et ben on va choisir celui aux yeux bleus. Mais moi, quand je vais arriver, bon, j'ai pas les yeux verts, malheureusement, mais moi, je vais arriver avec ma petite taille, même si j'ai les yeux verts ou que j'ai les yeux bleus ou que j'ai les yeux jaunes ou peu importe, on va me dire, bah non, monsieur, on cherche pas une personne de petite taille pour le rôle. Et c'est ça qui est dommage, parce que en soi, le rôle, si je peux le faire, je le fais. Où est le souci là-dedans? Le souci, c'est un souci d'image. C'est qu'on veut pas que le rôle soit rempli par une personne en situation de handicap, tout simplement. Encore une fois, il faut que le handicap arrête d'être une case à cocher et que si cette case à cocher n'existe pas dans le casting, dans l'offre, tu n'as pas réellement ta place. Non, mais il faut juste que le handicap il soit à la même hauteur que les yeux verts. Ça veut dire qu'il faut que ça soit convoité. Merci, je pense que c'est une belle phrase de fin pour cette conférence. Alors, je suis désolé pour les autres questions, on n'a pas le temps d'y répondre maintenant. On va être présent encore là, donc n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. En tout cas, merci beaucoup à mes invités d'avoir été présents ce soir.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube et sur le site de la radio FM+, qui nous accompagne depuis le début de la création de ce podcast dans les semaines qui suivent. Et n'hésitez pas à nous retrouver le mois prochain pour la dernière conférence de la saison de Dear White People. On vous réserve une petite surprise puisque ça sera les membres du bureau de l'association qui viendront sur cette estrade pour répondre aux questions d'un animateur qui ne sera pas nous en l'occurrence. Voilà, bonne soirée à tous et merci beaucoup d'avoir été présents. Merci. Merci. Dear Valide. people, Valide. people.